Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Playmat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. Comme vous l'avez vu, on se retrouve en solo. Pourquoi? Pour simple bonne raison que Romain est en vacances, que je n'ai pas trouvé de remplaçant. Alors on va se charger de ça tout seul et on va vous présenter un peu, enfin je vais vous présenter du coup un petit jeu qui est bien sympa, qui peut se jouer en solo, comme ça vous allez pouvoir voir que le jeu de société se fait aussi en solo si l'on veut. Tidus, normalement je descends en octobre. Bah écoute, tu seras le bienvenu sur la chaîne. On se fera une petite émission spéciale avec Romain, notre Tidus et d'autres personnes peut-être pour un petit jeu à plusieurs pour changer aussi des jeux en duo. Et ça pourrait être sympa. Du coup, on en revient à Archéologique. Ce petit jeu qui est un jeu de déduction, un jeu un peu casse-tête, où il va falloir trouver une combinaison de bâtiments, un agencement de bâtiments, enfin de salles en tout cas, car selon le lore, nous allons jouer des archéologues qui ont découvert une cité cachée dans une montagne, et ils doivent, avant de rentrer à l'intérieur, trouver l'agencement des salles pour ne pas se faire avoir par les pièges. Donc, on va passer du côté du plateau. Hop, tac. Donc, voici tout le matériel que nous met à disposition le jeu pour pouvoir jouer. Je vais expliquer les règles. On va passer par les règles de base. Et après, on verra les petits ajustements pour jouer en solo. Mais les ajustements sont vraiment très minimes. C'est un jeu qui est très sympa à plusieurs, mais aussi très sympa tout seul. Et qui, au niveau du gameplay, ne change pas trop. Et je trouve qu'il a énormément d'intérêt tout seul même, qui est beaucoup plus sympa tout seul. Donc, comment est-ce que cela marche? Donc, comme vous le voyez là, nous avons six différents bâtiments qu'il va falloir venir placer sur notre quadrillage de 5 sur 5 selon un ordre bien prédéfini. Donc, hop, bon là je les ai mis au hasard, mais bien entendu ça ne rentrera pas. Mais en tout cas, bon voilà, le but est de trouver la bonne combinaison, sachant qu'il en existe des milliers et des milliers. Enfin des centaines et des centaines plutôt. Comment est-ce que on va se débrouiller pour savoir quel est le bon agencement que l'on cherche pour cette partie? Vous le voyez, là on a une petite fiche cryptée avec plein de chiffres, plein de noms, plein de lettres. Et bah, c'est grâce à ça en fait que l'on va découvrir, qu'on va trouver nos... on va, comment dire, on va trouver nos solutions. Grâce à cet objet-là. Cet objet-là va nous permettre de décrypter cette carte. Comment? Eh ben, tout simplement, on va pouvoir demander différentes choses différents indices en fonction donc soit du bâtiment, soit des pièges, soit du nombre de pièces. Bon, ça, je vais l'expliquer après. On vient sur la question que l'on veut poser, on met notre feuille dessous bien placée en fonction de la case et on va voir apparaître dans les trous les réponses. Du coup, les questions, quelles sont-elles? On peut en poser différents types. On peut en poser plusieurs qui vont nous faire perdre plus ou moins de temps. Le but étant de trouver la solution le plus rapidement possible, donc de perdre le moins de temps possible. Le temps, il va être caractérisé par ces cases qui sont autour du plateau. Pour un temps, donc pour une case, pour déplacer notre jeton de une case, on va pouvoir demander si dans la colonne ou la ligne correspondante où il y a le boulon là, juste ici, où il y a notre marqueur, notre viseur juste là. Donc là, en l'occurrence, dans la ligne 1, on va pouvoir poser la question de savoir combien il y a de cases vides. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai disposé les trucs, il y aura 3 cases vides à l'intérieur de notre carré de 5 par 5. Donc pour un temps, on peut demander combien il y a de cases vides dans la ligne ou combien il y a de bâtiments différents. Pour deux temps, on peut demander combien il y a, enfin,
Est-ce qu'il y a des pièges et de quel type? Les pièges sont de deux types, soit orange, enfin de triangle orange, soit de tourbillon rose, là. Donc, c'est deux iconographies différentes, sachant qu'on va les retrouver sur nos bâtiments également. Je vais peut-être zoomer un peu, histoire que vous voyez un peu mieux. Donc, je disais, voilà, on voit nos différents symboles. Ceux-là sont des symboles vides et ceux-là sont des pièges. Donc, pour 2, on peut demander des pièges ou des indices sur ce bâtiment, sur les bâtiments à 3 cases, donc les petits bâtiments, ces deux-là. Est-ce que dans la ligne 1, on va avoir des cases ou est-ce qu'on ne va pas en avoir? Est-ce que ce bâtiment apparaît? S'il apparaît, on va voir en fait tout simplement le symbole qui apparaît dans la ligne en question. Pour 3 temps, on va pouvoir poser les mêmes questions, mais pour les gros bâtiments à 4 cases, en l'occurrence ces 4 formes-là que l'on a de ce côté. Donc, ça va être les différents moyens d'avancer dans la partie, de trouver les différents indices. On a également ces deux pertes de temps, entre guillemets, qui sont... Alors, c'est un peu tristonné, un jeu de plateau en solo. Oui, mais ça permet de passer le temps. Personnellement, ça m'arrive assez souvent de jouer en solo. Je préfère ça à jouer à une partie. Enfin, c'est un peu pareil que de jouer à un jeu vidéo en solo. Ça permet de passer le temps. On peut passer des bons moments. Il y a d'autres jeux qui sont bien plus sympas. Et quand on passe notre temps sur le téléphone, des fois, il vaut mieux le passer sur un jeu de société. C'est tout aussi fun et tout aussi cool. Il y a bien sûr certains jeux auxquels on ne peut pas jouer en solo, hein, mais certains jeux sont très bien faits pour jouer en solo et je trouve ça plutôt cool. Ça permet d'avoir un passe-temps différent que celui de passer sur le téléphone ou autre, ou jeux vidéo par exemple. Du coup, je disais, on a deux autres façons de perdre du temps. Ça va être donc soit un temps pour avancer notre viseur de une case, et donc du coup de ne plus poser notre question sur là où on était. Hop là, mince, si je dézoome pas, vous ne verrez pas. Donc là, en l'occurrence, on était avec le viseur sur la ligne 1. On peut perdre un temps pour avancer sur la case d'après ou perdre 2 temps pour se déplacer sur la colonne ou la ligne que l'on souhaite. L'autre façon de faire avancer le viseur, ça va être tout simplement, au début de chaque tour, on va se décaler d'une case. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir prendre des indices sur les différentes lignes et colonnes. À plusieurs, comment est-ce que ça se joue? Eh bien, tout simplement, le premier joueur va poser sa question à l'engin. Il va avancer, par exemple, s'il pose une question à 3 temps, il va avancer son troisième temps. Admettons que le deuxième joueur pose une question à 2 temps, il joue. Et pour le tour suivant, on va regarder dans l'ordre. On va prendre par exemple un troisième joueur qui pose une question à 1 temps. Il va avancer sur la première case. On va prendre le joueur qui est le plus en arrière, c'est celui qui va jouer en premier. Il prend une question à 1 temps, il va avancer de une case. Sachant qu'il ne peut y avoir qu'un seul pion par case, il avancera hop, sur la prochaine case libre. S'il avait posé une question à 3 temps, ça ferait 1, 2, 3 et il serait à 6. Ainsi de suite. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Le son avait coupé, j'ai le micro qui n'avait plus de batterie. On va le changer. Tac. Est-ce que le son est revenu? On est bon. Parfait. Donc je disais, à plusieurs, l'objectif est d'être le premier à découvrir la solution. Seul, l'objectif est de le faire en moins de temps possible. Donc en ayant perdu le moins de temps possible. Sachant que vous allez avoir, hop, ici, dans votre carnet de jeu,
les différentes solutions à la fin et également, comme vous le voyez là, 2 numéros. Un numéro pour la partie, on va dire, normale. Essayer de faire, par exemple, la résolution en moins de 36 temps, donc moins de 36 cases, et un niveau expert. Il y a également une application qui va avec le jeu. L'application va permettre d'augmenter la difficulté. Et il existe 3 niveaux de difficulté, une version facile, une version difficile et une version expert qui, avec les indices de départ, sera beaucoup plus compliqué. Les indices de départ, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, pour commencer la partie, on ne va pas commencer complètement à vide. On va commencer avec 1, 2, 3, 4 ou 5 indices différents. Pour une partie facile, il conseille de prendre les 5 indices. Une partie facile commence avec une partie difficile, pardon, commence avec 3 indices. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir? Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Et du coup, je vous propose d'attaquer cette première partie, pardon, avec le 7300, la pièce 7357 que l'on va découvrir tout de suite. Alors, on va commencer avec une partie en mode facile, je pense, pour vous faire découvrir le jeu. Et je pense que là, hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. Donc, j'ai placé de façon à avoir le premier indice. On regarde dans chacun des trous. Ici, il y a une lettre, le A. Là, un chiffre, le 5. Et le symbole piège orange. Donc, on sait qu'en A5, il y a un piège orange. Moi, je vais venir le placer sur ma feuille, histoire de me rappeler qu'il y a un piège ici. On va regarder pour l'indice numéro 2. Donc en B3, on a un piège rose. Hop, que l'on va venir placer juste ici. Indice numéro 3. En E3, un piège rose. Hop. Pour le 4, un C5 rose. Donc on va avoir quasiment tous nos pièges roses, je crois. Si je ne me trompe pas, il y en a 1, 2, 3, 4. C5. Et on va prendre le dernier indice pour cette partie facile. En D4, il y a donc un piège orange. Tac. Donc, ça, c'était pour avoir les indices pour commencer la partie. Je vais dézoomer un petit peu, histoire que vous ayez vu sur tout le plateau. On sait donc qu'il y a ces pièges à ces niveaux. Maintenant, on va commencer sur la ligne 1. On n'a aucun indice. On ne sait rien, il n'y a pas de piège. Donc, au mieux, il y aura des cases bleues, donc des cases comme ceci. Je pense que ce qui serait bon de savoir, sachant qu'il nous manque un rose et 2 jaunes, 2 oranges, j'ai envie de dire qu'on va avancer de une case, donc de un temps, pour poser la question de savoir combien il y a de bâtiments sur la ligne 1. Donc, on va venir prendre là notre petit engin. On va venir le placer sur la question nombre de bâtiments. On va récupérer notre feuille. On va chercher la ligne 1, qui est donc ici. On va venir la placer dans le trou en bas. Hop.
on va venir tout aligner. Et là, comme vous le voyez, donc juste là, il y a deux bâtiments. Hop. Donc dans la ligne 1, on sait qu'il y a deux bâtiments différents. Hop. Tac. Maintenant, on va un peu réfléchir. Le début du tour, on avance le viseur. On va être en ligne, en colonne E. Colonne E, on sait déjà qu'il y a... Tac. Alors, au vu des indices qu'on a, moi je pense que celui-ci est là. Uhum. Du coup, ça pourrait pas être là. Et donc du coup, on est sur la colonne E. La colonne E, est-ce que ça pourrait être ça? Ça pourrait être ça. Je pense qu'il va falloir demander combien est-ce qu'il y a de cases vides dans cette colonne, histoire. Donc, on avance de un temps, on reprend ceci, et là, on va chercher le E qui est de ce côté. On va demander la question colonne vide, et on regarde. Il y a 0 vide dans cette colonne. Donc, toute la colonne E doit être remplie. Je revérifie quand même. Ouais, c'est bien ça, c'est bien 0. Hop, donc 0, E, 0. Il va falloir réussir à placer tout ça. Non. Non plus. Et ouais, mis à part ces bâtiments, là, je vois rien d'autre qui puisse rentrer dessus. Maintenant, il va falloir trouver une solution pour combler tout ça. Ah pardon, c'était C5, j'ai juste mal placé, donc dans ce cas-là, ça change tout. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Et du coup, il y a un deuxième bâtiment qui est là-haut. On ne sait pas encore lequel, mais je pense que du coup, le bâtiment est là comme ça. On va enlever ces deux-là, comme ça on vient placer celui-là. Ok, nouveau tour. On est en 4. En 4, on est en bas. On a un piège. On va avancer de 2 cases. On va arriver à 4. Et on va poser la question de savoir est-ce qu'il y a un piège. Enfin, quels sont les différents types de pièges en ligne 4. On sait déjà qu'il y a un orange. Mais s'il y en a d'autres, ça peut être utile de le savoir. Donc, on regarde combien il y a de pièges. Hop. On voit qu'il y a 2 pièges orange. Tac. Donc, là, il peut y avoir une autre pièce. Il va y avoir un deuxième orange à ce niveau-là. Donc,
y a un orange sur la ligne 4. Mais ça ne m'aide pas plus que ça pour l'instant. On va avancer d'une case. On est en C. En C, on a le violet. Il nous manque un truc. En C, en C, en C. Ah, je suis bloqué là, j'arrive pas à trouver de solution. À moins que celui-ci soit comme ça. Et que du coup, on est celui-là là. Donc à C, on va demander, on va avancer 2, 3. 1, 2, 3, on arrive en 7. On va poser la question de savoir s'il y a le carré. Donc on va ici sur le carré. On cherche notre C. Vous avez compris la mécanique. Et effectivement, il y a dans le C le orange et l'orange et le rouge. Donc, ils vont sûrement là. Tac. Ok. On avance de 1. On est en 2. Lublina. Salut Max le Poulpe. Salut Lublina. Salut Armiquan. Bienvenue sur la chaîne. Merci pour le raid. Et bienvenue. Donc du coup aujourd'hui on est sur Archéologique. Petite partie en solo pour découvrir le jeu. Enfin du moins pour présenter le jeu. Et je suis en train de me prendre la tête comme pas permis pour trouver la solution. On a commencé il n'y a pas longtemps. On en est au 3e ou 4e tour, je pense. On a fait tac, 1, 2, 3, 4 questions. 4 questions pour l'instant. Et on va continuer. Allez, on a avancé. On était sur le C. On est sur le 2. Du coup, en ligne 2, qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir? Ça, si j'essaye de placer ça comme ça. Est-ce que ça pourrait être un truc comme ça? Donc en C, on va avancer de une case, une petite case pour poser la question. Ah mince, c'est en 2. En 2, on va poser la question de savoir s'il y a une case vide. S'il y a une case vide, on sera bon. Tac. Allez, on va zoomer. On est en 2 du coup. Ici. Donc, il y a une case vide. Donc, ça, on est plutôt pas mal. Notre plan semblerait bon si cet indice est le bon. Donc, j'ai avancé de 1, 2, 3, 4. Là, on est monté à 7, 8. On est bon au niveau du trou. On est en A, en A. On va demander, on va perdre 2 temps, du coup, 1, 2, pour avancer sur la colonne A.
et demander est-ce que ce bâtiment est bien placé. Effectivement, on voit, hop, je rezoome, que vous voyez un peu plus. On voit qu'il y a 2 cases bleues et une case orange, donc il y a les 3 cases de la truc. Donc je pense que le placement est le bon. Ici, on avance d'une case, le 5. En ligne 5, ligne 5. Qu'est-ce que je peux demander comme question? Hop, je vous dézoome un peu, ou on va faire plus simple, on va le mettre comme ça, là. Comme ça, même si je zoome, vous le voyez aussi bien que moi. Donc, en ligne 5, on est ici, on sait déjà que en C5, on a ce piège-là. J'ai envie de me redéplacer de 1 pour demander s'il y a une case vide. Donc, en 5, hop là. Une case vide. Il y a effectivement une case vide en 5. Je pense qu'on n'est pas loin de la solution. On va avancer de 1. 4, 8. On est en D, en D, en D. En D, on va demander, on va avancer de 2, on va passer à 13. On va demander pour le petit rectangle, si le petit, hop. Enfin, le petit coin là, si le coin est bien placé, en D, est-ce que on a un bleu? On a un bleu, donc ça veut dire que lui n'est pas bien placé. Ah, c'est embêtant. Que lui n'est pas bien placé. Parce que lui serait comme ça. Du coup, est-ce que lui ne serait pas là? Continue de réfléchir. Là, pour l'instant, je pense qu'on est bon pour celui-là, celui-là. Lui également. Donc le seul moyen de faire entrer juste un bleu, ça serait de le mettre comme ça. Il nous reste lui. Donc si je place comme ça, il y aurait lui comme ça. Donc on arrive sur la colonne 3. Sinon, ça serait ça et ça. Il
faut demander combien il y a de pièges. Donc on avance de 2. Donc en 3, on va demander combien il y a de pièges. Si on a 3 pièges roses, c'est le 3. Alors, en ligne 3, il y a 2 pièges roses. Bah, je pense que l'on est bon en termes de disposition. On est à 15 temps de réaliser pour cette version facile. Hop. J'aurais peut-être pu le placer comme ceci. On est à 15 temps et je pense que l'on est OK pour moi, comment ça s'appelle, la solution est la bonne. Alors, du coup, comment on fait pour vérifier si notre solution est la bonne? Il y a 2 solutions. La première, à l'ancienne, j'ouvre mon petit carnet avec toutes les différentes solutions. Je suis sur l'énigme 7357 et je regarde sur 7357, hop, qui est là. Est-ce que j'ai le bon résultat? Ce que je ne vais pas faire, je vais utiliser l'option un peu plus, hop, où on va utiliser le téléphone. Là, on va prendre ici, on va venir scanner le petit QR code qui est au milieu de l'énigme et on va proposer une solution. Donc, on va prendre notre, hop, comme ça, je zoome. Comme ça, vous voyez comment est fait l'application. Hop, on va du coup recopier ce que nous, on a fait. Tac. Ici. Et ici. Vérifier. Il y en a 2 qui ne sont pas bons. Donc ces 2-là. Du coup, si ces 2-là ne sont pas bons, comment est-ce qu'on... Ah, il y avait cette solution-là aussi que je n'avais pas réfléchi. Donc, on va faire un petit retour. On était à 15. Alors, sachant que sur une partie à plusieurs, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Quand on décide de proposer une solution, on perd 4 temps. Quand on propose demander une solution, on fait perdre 4 temps. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, on est à 19. Si jamais la solution n'est pas la bonne, eh ben on continue la partie. On aura juste perdu 4 temps, ce qui a permis aux autres adversaires de continuer à poser pas mal de questions. En solo, on a juste perdu 4 temps et il faut continuer à essayer de trouver la solution. On est en 3, on a 2. Eh ouais, mais non, du coup, on n'est pas bon là en 3. Ah, à moins de le mettre comme ça. Eh oui. Eh oui, eh oui. Du coup, on passe en B. En B. En B, je vais demander du coup, en perdant 2 temps, 3 temps, 4 temps, 3 temps. Du coup, je rappelle, hein, on a ces petites aides de jeu pour savoir le nombre de temps que l'on perd en fonction
de la question que l'on pose. Du coup, on va perdre 3 temps. 1, 2, 3. On passe à 22 pour demander si, hop, sur celui-là, en B, ici, alors en B, il n'y a que 2 bleus sur celui-là. Donc là, ce n'est pas bon. Ça, du coup, ça veut dire que c'est celui-là. Et donc la seule solution, ça serait de faire ça. Je vais sûrement poser. On est là. Je vais augmenter de 4, voire de 3, 4. On passe à 26. Proposer une solution. On va voir si les changements ont été bons. Tac. Tac. Et tac. On va vérifier. Et on est bon. En mode solo, le niveau archéologue confirmé est à faire à moins de 38. On l'a fait en 26. Donc je suis un archéologue confirmé apparemment. Et si j'avais réussi en moins de 23, donc si j'avais pas fait ma première erreur, vu qu'on est à 26, j'aurais fini à 22. Et j'aurais pu réussir le archéologue chevronné. Donc le niveau expert, en gros, la plus grosse difficulté. Je parlais tout à l'heure, donc l'application est bien aussi, parce qu'elle va permettre d'avoir les différents indices de départ. Mais elle permet de voir aussi, alors si je ne me trompe pas, tac, voilà, on peut lancer, quand on a fini, en fait, là, dans le jeu, je vais dézoomer pour que vous voyez la boîte de jeu. Ici, on a tout un tas d'énigmes. Là, toutes celles qui ne sont pas... Ah bah tiens, il est là, je le cherchais, il est là. Vous avez tout un tas d'énigmes différentes. Donc toutes celles que je n'ai pas dépunchées, moi personnellement, ce sont celles que je n'ai pas encore fait. Donc j'ai déjà fait pas mal de parties, mais comme vous voyez, il m'en reste encore pas mal de différentes parties à faire. Une fois que vous avez tout fini, votre jeu n'est pas bon à jeter. Vous pouvez toujours les refaire, parce qu'avant de se rappeler, je pense qu'il faut avoir une bonne mémoire. Mais surtout, vous avez donc l'application qui est ici pour prendre une carte au hasard. Et on peut soit avec un mode normal, donc le mode normal, c'est ce que nous venons de faire, et un mode expert. Et on peut choisir une partie expert, donc sur les 12 qui sont présentes. Et les indices de départ vont être différents. Tout à l'heure, vous l'aviez vu, on avait le placement des pièges. Là, on va avoir, par exemple, en C5, une zone vide. On va avoir une zone vide. Le deuxième indice que l'on va avoir, c'est que ce bâtiment est au moins une case plus à gauche que celui-ci. Donc des indices qui sont bien plus complexes et qui rendent le jeu encore plus compliqué. Donc, ce jeu a pas mal de rejouabilité. Je trouve que c'est un très bon jeu en solo. Hop. Il y a moyen de prendre beaucoup de fun en solo. Moi qui aime beaucoup les casse-têtes, je trouve que ce jeu est vraiment sympa. Il est dans la veine des Turing Machine, qui est un jeu très sympa aussi, que j'ai pu tester, mais que je n'ai pas à la maison malheureusement. Et donc voilà, ce petit jeu archéologique, je vous ai montré qu'une partie, mais le principe reste toujours le même. L'objectif en solo est d'aller le plus vite possible. À plusieurs, l'objectif est d'aller plus vite que les collègues.
J'espère que le jeu vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à faire un petit abo. On se retrouve ce soir pour une ouverture de display Lorcana. Pour ceux qui veulent suivre ça en direct, je pense que ça sera sur les coups des 21h. Ouverture de troisième et peut-être quatrième display de la case. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah, rien de plus. Si vous êtes sur la chaîne, vous n'êtes pas encore sur la chaîne YouTube, je vous invite à nous rejoindre sur le Playmat Replay, mettre un petit abo et un petit like sur les vidéos précédentes. On n'a pas que des rediffs des parties, mais on a aussi d'autres contenus qui arrivent très prochainement. En attendant, je vous dis à ce soir et passez une bonne après-midi. Soundstripe.